Bienvenue dans la 76e émission du Café Multiverse, une émission vraiment très spéciale aujourd'hui où nous recevons trois invités pour parler de la BD Tête de chien. C'est le Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette 76e épisode oui, du Café Multiverse où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Greg. Salut Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien. T'es un petit peu flou là quand même, hein. Un peu flou? Ah, On c'est vous pas grave. retrouve aujourd'hui avec trois auteurs de la BD Tête de chien, dont Vincent Brujaz. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Johan Guyot Salut. et Ronan Touloat. Salut à tous. Tout dans le désordre, puisque Vincent est donc le scénariste, Johan est le coloriste et Ronan est le dessinateur. Absolument. Tout à fait. Donc on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui ça sera une émission spéciale, puisqu'il n'y aura pas forcément de partie spoiler, non spoiler. Ah On bon? va plutôt interviewer les trois auteurs, dont certains qu'on a déjà retrouvés d'ailleurs dans l'émission. Mhm. D'ailleurs, pas pour parler d'une de leurs œuvres, c'était pour parler de Space. Final Attends, Space. voilà, Final Final Space. Space. On vous invite d'ailleurs à aller retrouver l'émission. Greg, tu nous fais toujours le pitch en début d'émission. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle la BD Tête de chien? Alors, la BD Tête de chien, pendant que j'en parle, je peux peut-être vous montrer un peu le début, les premières pages, Pierre, si tu veux montrer ça. Voilà, Tête de chien, donc on suit les aventures de Jeanne et de son ami Jocelyn et de l'écuyer qui s'appelle, mince, j'ai oublié encore. Paulin. Voilà, Paulin. Donc, on suit. Je pensais que ça s'appelait des joutes, mais c'est pas ça. Donc, on a des chevaliers qui participent à des tournois pour se faire quelques menus à argent. Et dans cette équipe, donc dans les deux chevaliers qui participent, il y a le fameux tête de chien qui est assez fort et dont on comprend assez vite que sous l'armure se cache une femme. Alors, on parle de tournoi. Est-ce que c'est la même chose que le Béour, en fait, finalement, ce qu'il y a dedans? Non, parce que le Béour, c'est une adaptation moderne aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir avec le tournoi de l'époque, en fait. Le Béour, c'est un sport moderne qui va respecter ou pas des règles historiques. Le tournoi, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'époque médiévale. Donc, après, le principe est un peu le même. On se tape dessus. Mais, Et mais c'est très différent à la fin. du coup, ma première question, c'est qui a eu l'idée? Est-ce que c'est une idée conjointe de vous mettre dans cet univers, de vous tourner vers ce type de combat? Est-ce que c'est un sujet dont vous voulez parler ou est-ce que c'est au service de votre sujet, d'un sujet On plus s'est, on, générique? on Attends, s'est pas vas-y, Greg. présenté, hein, Pierre. Ah, c'est vrai On qu'on s'est, s'est on même s'est pas pas présenté. présenté. Et peut-être que ce sera l'occasion pour nos invités de se présenter et d'expliquer qu'ils ont d'abord collaboré sur d'autres livres ensemble. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben alors, allons-y. Vincent, honneur, rappelle-nous qui tu es. Ah ouais, d'accord. Alors moi, je donc suis scénariste de bande dessinée. J'ai une collaboration longue comme le bras, avec, l'ami Batman, avec Ronan. On a eu quand même, pas mal d'albums ensemble, hein. Donc on a commencé ensemble avec Bloc 109, puis après Le Roi des Ribauds, En quelle année, Bloc Chaotique. 109? Bloc 109 2010, donc ça va faire, ouais, ça va faire, 13 ans. Putain, je suis balèze en maths. 13 ans qu'on bosse ensemble. Enfin, Ça on fait on déjà on une bosse belle ensemble depuis collaboration. en fait, on bosse ensemble depuis 20 ans, parce qu'on a mis 7 ans à se faire éditer, enfin un peu moins, mais à se faire éditer. Et aujourd'hui, bah, notre duo est devenu un trio, puisqu'on bosse de plus en plus avec Johan, Mm. notamment sur donc Tête de chien, mais aussi sur Kozak. Voilà. Donc, je vais laisser les autres présenter. Parce qu'après, je suis un scénariste avec de multiples casquettes, mais voilà, Et là, on est pour parler Johan, de Tête du de coup, chien. à toi l'honneur. Alors moi, je fais de la bande dessinée depuis 2004 à peu près, ça fait à peu près 20 ans et je suis coloriste. J'ai mis en couleur beaucoup de BD, puis sur les dernières années, j'ai principalement travaillé avec, Brice Cossu, On avait reçu dans heu, l'émission dédiée à Goldorak avec Alexis Santenac. ouais, hem
travaille aussi sur Luca aussi depuis quelques années et puis là, depuis quelques temps, en fait, on s'entendait bien, avec Ronan. Donc, en fait, on partageait des manières de penser un peu notre boulot, des communes et puis, on s'est dit: «Bah, tiens, on pourrait bosser ensemble» et puis, bah, du coup, vu que lui, il bosse avec Vincent, on s'est retrouvés un petit peu comme ça à devoir, se rapprocher avec Vincent. Mais, pour le moment, c'est super, on s'entend bien, puis, tout va bien. On multiplie les projets ensemble. Mmh. Et toi, Ronan? Et donc, bah, moi, Ronan, je suis dessinateur de bande dessinée depuis 2010, la date de notre première publication avec Vincent. Effectivement, on en est. En fait, je fais plus le compte, mais on en est à notre 24e album Ouais, ensemble. 24. Ouais, j'ai 30 albums, mais j'en ai un peu plus que toi. Mais ouais, c'est ça, ouais. On doit Voilà. 24. Et j'ai fait quelques autres participations, notamment entre 2014 et 2015 avec Soleil, où j'ai participé à un Sherlock Holmes et puis à une création d'une série du Chronique qui était un peu copiée que de Blocs 109. Et c'était un peu pour ça que c'était venu me chercher. Puis à côté, j'ai fait aussi beaucoup d'illustrations de jeux de plateau, d'illustrations de couverture, beaucoup pour Soleil, pour Delcourt. Et depuis 2015, depuis notre signature du Conan d'ailleurs, moi je ne fais que de la bande dessinée. Voilà. Et, D'accord. et d'ailleurs, ça me permet de faire peut-être le lien avec la genèse de l'histoire de Tête de Chien, Ouais, vas-y. que en 2020, Angoulême 2020, donc janvier 2020, nos éditeurs de chez Dargo nous disent que ce serait bien d'arrêter la série Iradéi, notre précédente série chez Dargo avec Vincent, qui narrait les aventures de Normands en Méditerranée, pour la faire courte. On se voit un peu proposer d'arrêter à 4 tomes alors qu'on en avait prévu beaucoup plus. Et là, on se retrouve le soir de cette proposition à se dire mais qu'est-ce qu'on fait. Et, Pierre, j'ai des extraits Ouais, d'Iradéi ouais, si je tu suis veux en train pendant de que la Ronan passer. continue. Ok. et Sachant qu'on avait déjà la République du Crâne qui était en cours, et donc c'était vraiment l'idée, tout c'était à fait, d'avoir une série après notre one shot. Voilà, donc tout à on avait un peu le fait. temps, mais Et en même temps, le temps passe vite. Et on savait, et là, en plus, on venait de mettre en branle la République du Crâne. Et on savait qu'on en avait pour 2 ans de travail. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mm. Et donc, pendant cette soirée, on écume toutes les idées qui nous passent par la tête. Et à un moment, Vincent dit bah, attends, j'ai un truc qui était à base prévu pour quelqu'un d'autre. pour, Voilà, faut le dire. pour le web, et puis pour le webtoon aussi. Ouais, Euh, carrément. et là, de manière un peu malhonnête, je lui dis mais attends, là, bon, la webtoon, je pense que ça va amener à rien. L'idée est géniale. Prenons ça, faisons ça. Enfin, on va le transcender, on va en faire quelque Voilà, chose. ouais. Moi, J'avais ça me parlait vraiment. Mm. j'ai J'ai une grosse. Enfin, je pense que tous les deux, et maintenant tous les trois, mais là surtout à cette époque-là, quand on en parlait, il y avait pas mal de choses qui revenaient, et notamment des références communes comme Johann et Pierre-Louis, et puis le Moyen Âge, ça nous a toujours beaucoup parlé. Et là, il y avait enfin quelque chose. On était dans un Moyen Âge qui pouvait parler à tout le monde. Tout le monde, sait ce que c'est les chevaliers. Dès qu'on parle de tournois, tout le monde peut se les représenter. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fêtes médiévales un peu partout. Donc c'est facile à présenter en fait, c'est facile à introduire le concept, et c'est facile d'en parler. Et puis au-delà de ça, l'aspect shonen, parce que c'est un mot qu'on a évoqué dès le départ. En fait, Euh, à la base, le projet, c'est qu'il y avait pas du tout une histoire de femme sous l'armure, il y avait pas, ça non, s'appelait pas Tête de Chien. Mon idée de base, c'était juste de faire un shonen sportif, sauf que le sport en question, c'était les tournois. Et donc de suivre un chevalier avec toutes les manières de faire du shonen sportif, du shonen tout court même. C'était ça l'idée de base, hein, là, il y avait pas du tout, et c'est quand on a reparlé, qu'on a repris l'idée ensemble en se disant: «On va en faire quelque chose ensemble», que là, il y a eu d'autres idées qui se sont accrochées. et en fait, Vincent a eu ce flash de la tête de chien en fait Ouais, en blason, dans la foulée, la et tête de chien. le titre Ça, surtout, je voulais l'appeler Tête de Chien, voilà. ouais, Et ça nous est pensé à une nana, quoi, une nana avec à la base, elle devait avoir un sale caractère en plus. D'où ouais, c'est pour ça c'est qu'elle vrai. rousse. Et voilà. Et donc, on laisse le truc un peu décanter. Moi, en février, je vois Johan
sur un petit salon à Vannes, et puis je lui en parle parce que là déjà on évoquait, enfin on était déjà engagé sur Cosaque, et justement on réfléchissait ensemble au futur. Je dis bah écoute, il y a ça, je te préviens, ça va être du gros format, grosse pagination 120 pages, donc il y a peut-être d'autres choses à tenter, autre chose que Cosaque évidemment, parce que bah, ça sera pas non plus, on n'aura pas non plus les mêmes budgets que sur Cosaque, ça c'est clair et net, je m'en doutais dès le départ. Et Johan a tout de suite rebondi en disant ah mais attends, on peut jouer sur des aplats, on peut faire des ambiances très particulières. Enfin, bon, ça va tout de suite, il s'est tout de suite enfin, comment, transporté dans l'idée du projet en fait. Et puis après on l'a laissé un peu décanter. Nous pendant le Covid en fait on a développé l'idée. Et puis avant l'été 2020 on a reproposé le projet à notre éditrice sous cette forme-là, et ils ont tout de suite adoré. Ah, parce que ce que vous dites, en fait, c'est que la forte pagination vous a conduit aussi à établir un process graphique, une manière de mettre en couleur, une manière peut-être d'ancrer pour vous adapter à la pagination, c'est ça? Euh, alors, Bah, disons que pour nous, c'était plutôt un retour aux sources parce que nous, c'était quelque chose qu'on avait déjà fait sur Le Roi des Ribauds. Et Mhm. en gros, moi, en termes de découpage et en termes de dessin, je savais comment j'allais gérer les choses. Disons que je revenais à quelque chose que j'avais déjà fait beaucoup, en fait. C'était plus pour Yoann où il y avait quelque chose d'un peu nouveau, peut-être. D'accord. en fait, moi, j'ai un paquet d'albums quand même derrière moi et j'ai pris l'habitude, en fait, de considérer une proposition, de contrat, que ce soit le budget, le tarif page, ce genre de choses, comme une contrainte avec laquelle il faut jouer. C'est-à-dire que, ben, en fait, C'est plus si un challenge pour toi, si c'est le ça en budget n'est fait? pas extensible, il faut trouver une méthode pour que tout ça rentre dans les cases et sans avoir à bâcler et en fait, des fois, c'est presque un jeu ludique, enfin, c'est presque ludique, en fait, comme truc parce qu'il faut trouver une solution à un problème et des fois, on arrive à des choix qui vont être, heu, qui peuvent être enfin, des choix qui vont trouver enfin, bon, voilà, on va solutionner le problème, quoi. Mhm. Et pour Tête de chien, bah, c'était ça, c'est-à-dire, bah, tiens, on a un budget un peu plus réduit, on va pas pouvoir se permettre autant de détails que dans Cosaque, bah, tiens, on peut faire ça un peu différemment, enfin bon bref, voilà, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire et du coup, qui me vient assez vite. Surtout qu'au niveau des couleurs, il y avait un effet aussi important qui était qu'on avait pris avec Ronan l'idée dès le départ de surutiliser, les blasons. Mm. C'est-à-dire d'utiliser les blasons comme, un costume de super-héros. En fait, on s'était dit, les chevaliers, ils vont porter toujours un casque, on saura jamais qui est qui, mais justement, au Moyen Âge, ils utilisent les blasons pour savoir qui est qui et nous, on allait utiliser ça pour pouvoir mettre nos personnages en avant, dans une scène de bagarre, pour rendre les choses lisibles, en fait. Un peu comme, bah, un costume de super-héros permettait de rendre lisibles des scènes, de baston. Bah, voilà, on s'est dit qu'on allait utiliser ce phénomène historique pour, les bienfaits de la BD, en fait On le voit et sur cette Yoann page, l'a là, utilisé. effectivement. Mmh, On le voit sur cette Mmh. page, pardon. C'était pour appuyer ce que tu mmh. disais, donc effectivement, avec ici un protagoniste jaune, un rouge, un bleu. Oui, bah, là, justement, cette page est vachement intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a un héros il y a un des personnages qui a enfin, les 2 ont des casques qui sont repérables, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des casques et d'habitude, quand on utilise des personnages, par exemple, dans les films, on leur met pas leur casque parce que pour qu'on puisse les reconnaître et puis aussi parce Mhm. que vu qu'on les paye cher, on les met plus longtemps à l'écran. Ouais, tout à fait. Mais l'idée, c'est aussi pleine scène de baston, quand, il y en a un qui aura le dos tourné, là, parfait exemple en plein milieu, qu'on puisse identifier directement de qui on parle, Mhm. par la couleur, alors même qu'on n'a pas d'autres indices, Mm. dans le dessin. Est-ce que, tiens, ça me permet de poser la question à Vincent, est-ce que ça fait partie aussi de la dénomination des personnages? Je suppose que tête de chien, chevron d'argent, voilà, c'est des choses qui doivent être tout de suite très évocatrices du costume aussi. Alors, en fait, c'était surtout un moyen de les nommer, de les apostropher par des petits surnoms, en fait. En fait, Mhm. ça m'est venu alors je sais pas du tout si c'est historique, là, pour le coup, j'ai pas eu de trace de ça, mais je m'étais dit: «Bah, un chevalier qui connaît pas un autre chevalier, voit que sur sa tunique, il y a un chevron d'argent». Spontanément, il l'appelle: «Hey, chevron d'argent» et en fait, c'est venu pendant une conversation, enfin, pendant un dialogue dans le tome 1, et j'ai dit: «Tiens, ça marche bien, c'est pas mal» et en fait, c'est vu que c'est ce qu'on utilisait déjà
pour le titre, Tête de chien, il y avait déjà cette idée-là. Je me suis dit: «Bah, tiens, oui, en effet, ça expliquera pourquoi on l'appelle Tête de chien de manière régulière et le titre se justifiera encore plus» et c'est devenu carrément une habitude en fait que je fais maintenant, les chevaliers vont s'appeler soit par moquerie, par exemple, là dans le tome 2, il y a un écuyer un peu moqueur qui appelle, les moineaux de Joigny, alors qu'en fait parce que c'est des aigles, mais voilà, il les appelle les moineaux, voilà. Donc jouer là-dessus en fait, jouer sur ça, et en fait ça rajoute encore une couche, hein, déjà où aussi où des personnages qui sont pas censés se connaître, qui connaissent pas leur nom, bah, ils peuvent s'identifier, ils peuvent se parler, ils peuvent s'apostropher de manière hyper simple et hyper facile en fait. Donc c'est, un peu Moi, comme, je dois avouer que moi, ça m'a permis de rentrer plus facilement dans la BD parce que mmh, justement, j'avais ces points de repère-là mmh, qui me permettaient vraiment d'identifier les personnages. Et donc, voilà, la tête de chien, le chevron, etc. Donc, moi, j'arrivais déjà à les positionner dans l'histoire. Après, j'avais une autre question, c'était par rapport à ce qu'a dit Ronan tout à l'heure. Il parlait du personnage féminin, du caractère qu'il veut lui donner. Et moi, j'ai vraiment réussi à ressentir, je sais pas si c'est une impression, parce que je savais que c'était un personnage féminin, etc. Mais j'ai vraiment réussi à ressentir ce passage des moments où elle se faisait passer pour un homme et au moment où elle était plus elle-même, où elle était plus, on va dire, moins sur la défensive et où on sentait qu'il y avait, c'est même pas de la douceur parce que c'est pas du tout ce qui la caractérise, pardon, mais qu'elle était, voilà, elle était plus amicale avec son entourage. On sentait qu'il y avait une différence. Et c'est quelque chose que vous avez essayé de travailler, vous, dans les dialogues, etc. alors moi, d'un point de vue scénaristique, le personnage, il a complètement changé par rapport à l'idée que j'avais au départ. L'idée départ, à Tête de chien, je voulais appuyer le titre en faisant un personnage, bah, Mauvaise têtu. humeur. Ouais. Ouais, Têtu, mauvais, un en fait, Cabot. appuyé avec le côté cabot, avec le côté tête de chien et au final, j'ai trouvé que ça la rendait extrêmement désagréable, Mm. que, ça donnait finalement une image de la femme qui était pas terrible, que c'était, ça faisait en fait un espèce de trope un peu genre: «Ah ouais, la femme est toujours un peu chiante», et limite, j'avais envie que mes personnages, j'avais lui poser la question: «Mais tu pas tes règles ou quoi?» Enfin, tu vois? C'était vraiment exactement pas ce que je voulais faire et Mm. quand j'ai commencé à écrire le personnage, bah, naturellement, il m'est pas venu comme ça. Je l'ai écrit de manière totalement différente. Et en fait, c'est quelqu'un je me suis dit déjà si c'est quelqu'un qui a un secret, qui veut le cacher, elle peut pas se mettre en avant tout le temps. Elle peut pas se mettre en avant, elle doit être elle doit être en retrait, elle doit essayer de dissimuler au mieux, même si bon, elle a des façons de faire. Donc en fait, le comportement et le caractère de ce personnage-là s'est créé un peu comme ça au fur et à mesure et alors, je vais tomber dans la caricature, mais de tous les scénaristes ou tous les auteurs de romans qui te disent: «Ah, c'est le personnage qui est né sous ma plume, je n'ai rien fait». Mais il y a un peu de ça, en fait. Je suis désolé. Je suis vraiment mais, désolé. Je suis navré, je pensais pas le dire un jour. Je suis désolé. mais c'est marrant parce que moi, du coup, qui traduis le scénario de Vincent en dessin, je vais en renfoncer un clou derrière, en fait, de ce que j'en comprends et de ce que je ressens. Parce qu'au final, on était assez d'accord sur cette idée de caractère dès le départ. Mais à la lecture, assez naturellement, j'ai beaucoup joué sur des regards, enfin sur son regard, en fait, sur son regard principalement. Et en fait, elle en devient une caution de sagesse, en fait la caution de quelqu'un qui en a déjà pas mal vécu et qui Qui réfléchit est tout le obligé temps qui à est obligé de l'environnement faire gaffe. Qui est obligé de et faire gaffe tout le temps. à C'est ça réfléchir, surtout, en fait. Ouais. elle regarde les autres tout le temps. Et elle sait lire bien plus que Jocelyn, qui lui est beaucoup plus dans la fougue, quoi. Mais parce que c'est une question de survie de sa part, en fait. C'est qu'elle peut pas se permettre, d'être niaise ou de faire des erreurs comme Jocelyn les fait, où on va pardonner à Jocelyn parce que, bah, c'est Jocelyn. Puis en plus, c'est une grosse brute, lui, il est très grand, il est costaud, donc on lui pardonnerait plein de choses parce que: «Ah bah, ouais, mais lui physiquement, il en impose». Donc elle est Grosse obligée de brute, trouver d'autres manières de le faire. grosse brute en premier abord. Oui, 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 non, mais je parlais de manière, physique, hein, Oui, physique. Dans la caractérisation des personnages, est-ce que le fait que vous vous positionniez comme du shonen, ça a joué sur le fait tout de même de mettre des personnages avec un caractère bien «unique» entre guillemets, bien trempé quoi? Je pense que shonen, c'est plus en fait, ça te permet de situer qu'on fait un récit d'initiation, en fait. Mais moi, pour moi, un shonen, en gros, un shonen, c'est pas très différent d'un récit d'initiation franco-belge, en fait. C'est juste que les Japonais ont une manière d'écrire qui est spécifique. Ils ont un dessin qui
type énormément les personnages, mais c'est aussi, bah, c'est un peu comme un costume de super-héros. C'est voué aussi à reconnaître le personnage de loin, en fait. C'est-à-dire que, Mmh. je veux dire, quand tu prends l'équipage de One Piece, à aucun moment tu peux te gourer de perso, quoi. Je veux dire, même de dos. Enfin, tu sais tout de suite quel est tel ou tel perso parce qu'ils vont à fond dans le. Donc en fait, c'est juste des techniques. Nous, on a remplacé ça par la couleur des tabards, par l'héraldique. Après, je pense que on est censé, on doit toujours un peu avoir un peu d'outrance au départ pour poser les personnages, et c'est après que tu vas dans la nuance. Et dès le tome 2, je pense que j'irai dans la nuance d'ailleurs, un peu plus avec certains Ouais, mais persos. les boules de feu du tome 3 elles tabassent, hein. Ah, ça, ouais, ça j'avoue. Surtout par le cul. Oh, pardon. Non, j'en pensais à Brevard. Et alors, Les gens sont pas prêts, les gens sont pas prêts. du C'est le coup, moment où on perd la est-ce monétisation. est-ce que vous pouvez déjà nous dire pour combien de tomes vous avez signé ou pas, et combien est-ce que vous avez de volumes d'histoire en tête? 40. Oh là là. On a dit qu'on faisait du shonen, hein. Et non, non, mais sincèrement, il y a moyen de les mener sur tellement d'histoires. Ils peuvent partir en croisade, ils peuvent aller à droite à gauche, ils peuvent rencontrer plein de gens, il y a plein d'histoires à faire. Après, nous, on en a signé 3. Ils Mais peuvent aller, peuvent aussi aller devant et derrière, hein, je signale, parce que Quoi? et Ah, Pardon? première, on, on l'a d'ailleurs, loupé Vincent, celle-là. Non, Ça, non, ça mais me, ça me per- Pardon, vas-y. Non, il y avait un vrai truc. Ça me permet de vous poser la question parce que là, donc, vous avez signé 3. Je vois que votre éditeur aussi a communiqué sur cet aspect shonen. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez amené cette notion-là ou si c'est eux aussi qui embrassent le thème avec vous. La maison d'édition, j'entends. Après, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le fait de signer de cette façon-là? Moi, j'ai souvent cette réflexion-là vis-à-vis du shonen, que en fait le vrai shonen, il est pré-publié en hebdomadaire. Finalement, nous, on n'a pas trop ce format adapté, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du format BD? Est-ce qu'on a la place de démarrer des séries au long cours maintenant et de les prévoir comme ça? c'est un vaste sujet. À la base, moi, dès le départ, dès l'idée du projet, j'avais proposé à notre éditrice d'aller sur cette idée de prépublication. Mhm. Euh, Ce à quoi ils n'étaient pas contre, mais ils sont. Enfin, D'où voilà. les chapitres Tous les qui sont chapitres. fixes, qui font 20 pages tous, donc format comics, et qui nous a été imposé, enfin, où l'éditeur m'a dit, mais est-ce que ça te dirait d'avoir ce format fixe d'épisode? Est-ce que tu peux le faire? Et j'ai dit, ah oui, carrément, avec plaisir. Et donc c'est pour ça qu'ils font tous 20 pages. Et à chaque fois, en effet. Et non seulement il y a la couverture de chaque chapitre, mais il y a aussi la première page de chaque chapitre qui est un truc un peu spécial, qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon technique, les confessions. Mhm. C'est vrai que Alors à ça, chaque c'est un début de aspect que chapitre, j'ai beaucoup aimé, moi. ouais. J'avais l'impression de regarder une série et à chaque fois de voir le début de l'épisode où parfois on a les protagonistes qui ont un flashback. Bah là, on avait cette page-là qui faisait rentrer un petit peu plus dans la psyché du personnage, et je trouvais ça super intéressant, ouais. Voilà. C'est-à-dire que Alors Ouais, ça là, peut ouais, montrer. ouais, il faut que tu la montres un peu. Ouais, ouais, carrément. On Vas-y. voit pas bah, très bien, ça pixelise. Mais oui, on en revient. effectivement, des aplats de couleurs comme ça, c'est assez réussi, hein. Et c'est un personnage qui, pour le dire un petit peu vulgairement, parle Ouais. face caméra, quoi, en fait. C'est vraiment, Si tu veux il parle au montrer lecteur. sur les grands écrans, Pierre, Ouais. on a le premier chapitre ici. Et Alors, j'ajouterais même, mon expérience de lecteur, en fait, c'est que j'ai passé du temps à le lire. Voilà. Et je pense que ces parenthèses-là, ces pauses et le fait que. En fait, je l'ai lu dans le train, moi, en allant au festival à Amiens. Et ça m'a pris une bonne partie du voyage en train. Notamment parce que le chapitrage faisait que j'avais tendance parfois à reposer le livre pour Mmh. attendre et puis reprendre. Et puis cette confession, comme tu dis, elle prend de la place, elle prend son temps en fait. C'est pas quelque chose qu'on lit comme ça en 2 secondes, quoi. Ça prend le temps et on prend le temps de faire la connaissance du personnage. Bah, en fait, à la base, ça devait être même des notes historiques. En Mhm. fait, il y avait besoin des fois d'expliquer des choses historiques. Et mon éditrice avait dit, bon, on peut faire des notes. Puis je trouve ça dommage. Donc j'avais proposé à Ronan de créer un personnage ex nihilo, une sorte de ménestrel qui viendrait parler et qui expliquerait des choses, en fait. Alors, pas pour rendre les choses un peu plus didactique, un peu plus marrant, un peu plus, sympa. Et puis au final, on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout de faire venir un personnage hors de la BD
qui n'était pas là. En fait, mon idée au départ, c'était un peu de copier le coq dans le Disney de Robin des Bois avec le renard. Hmm. Il y a le coq, voilà, bah, c'était ça. C'était en fait, c'était faire ce personnage-là qui arrive et Interlude. et- ouais. Remix-le pour voir. Non, non, non. Et moqueur. Et en fait, ça marchait pas. Et d'ailleurs, quand il a fallu que j'écrive ces pages-là, ça marchait pas du tout. J'arrivais pas à les écrire. J'arrivais pas. Hmm. Ça ne sortait pas, ça ne voulait pas. Et au bout d'un moment, au bout de 3 semaines où Ronan me dit: «Hey, j'aurais peut-être besoin que tu me fasses les interludes, là, on arrive près de la fin» et là, je me suis dit: «Écoute, moi, en fait, j'aimerais», ma référence, c'était, la télé-réalité. Donc ça fait mâche, hein. C'est ouais, vraiment, tu sais, quand ils font leur confession au confessionnal, là, où ils ont la face caméra, bah, moi, je ferais bien ça avec les persos, en fait. Et donc ça permettrait au début, ça permettait au final à des persos d'expliquer des choses historiques, mais de manière un peu naturelle. Et ensuite, c'est carrément devenu l'idée que, bah, un jour, un perso, il peut parler de quelque chose qui le gêne, quelque chose qui appuyer, en fait, des choses qu'on a émis vite fait pendant l'histoire, dans les dialogues et après on a vraiment l'explication, le personnage qui se livre et on trouvait ça vachement Hmm. plus dynamique, je trouve Voire plus même intéressant. ce qu'il ressent, Je- alors Ouais, qui pourrait être contradictoire avec ce qu'il a dit ouvertement exactement, ouais. avec Ce un qui des permet personnages. d'éviter toute présence, parce que ça, c'est un truc important, notamment là, c'est la grosse différence avec, La République du Crâne qu'on a fait juste avant et la plupart de nos séries avant, il y a pas de narrateur extérieur. Moi, j'avais trouvé cette idée géniale, en fait, d'avoir déjà le chapitrage. J'aime beaucoup parce qu'en fait, effectivement, ça te propose un rythme qui n'est pas forcément le rythme d'un livre non chapitré. En fait, tu peux faire des pauses au chapitre. En fait, ça t'indique à quel moment ben, tu peux faire ton choix. Et ces confessions face caméra, là, en fait, je trouve ça génial pour le rapport que tu as avec les personnages, puisqu'en fait, ils s'adressent directement à toi. Bah, ça creuse la relation du lecteur avec les personnages. Et en fait, c'est un peu, enfin, je pense que c'est un peu la clé d'une bonne histoire, la manière dont sont développés les personnages et la manière dont le lecteur les vit, en fait. Mmh. Oui, et puis Et, c'est une façon intelligente de leur faire dire des choses qu'on peut pas mettre comme ça, Dans un comme dialogue, un ouais. cheveu sur la soupe, voilà, dans un dialogue ou au détour d'une conversation. Là, voilà, on rentre dans leurs états d'âme, et puis comme vous l'avez dit tous, ça chapitre. Et moi, c'est pareil, de la façon dont je l'ai lu, bah, à un moment donné, bah, j'arrive à la fin d'un chapitre, je le sais, je mets mon marque-page, hop, je reviendrai demain, tu vois. Donc, Ah, ça rend la Puis il chose y a plus un facile à lire. puis il y a un alors, petit je jeu pense aussi que... qui ouais. Ouais, vas-y. Ah ouais, j'espère bien. Non, non, mais il y a un petit jeu en plus qui se fait avec le lecteur, parce que moi, j'ai envie j'aime bien savoir que le lecteur, au bout d'un moment, c'est ce rendez-vous-là, il y a toujours une confession, bah, qui va faire parler? Tu vois? Il y a un petit jeu, le lecteur, au bout d'un moment, il voit une couve, puis il se dit: «Attends, qui va parler derrière?» Ça peut être intéressant. En plus, des fois, faire venir des personnages où tu t'attendais pas à ce qu'ils fassent une confession. Ça peut être, le méchant, ça peut être au contraire un personnage qu'on voit très peu, mais qui a un truc très intéressant à dire. Donc en fait, il y a un vrai jeu ça qui peut pourrait être, s'installer, une vraie relation avec le ça pourrait être le ramasseur du crottin du coin qui a vu un voilà, truc ouais, et ouais, ouais, qui avait un truc et qui... qui Alors qu'il mais faudrait quand voilà. même avant pour qu'on le reconnaisse. Je suis Oui, quand prospère même, et pur. Pour le connaître. Non, mais par contre, ça me permet du coup de rebouter avec la question première de la difficulté de lancer une série aujourd'hui en France et à l'image de ce qui se fait au manga. Bah, en fait, tout simplement, enfin, on n'a pas du tout le même marché en fait qu'au Japon. Et malgré ce chapitrage-là, au final, ça a été pas possible de faire quoi que ce soit en termes de prépublication chez Dargo. Par contre, eux ont quand même exploité ça, ce chapitrage, puisque ils ont joué sur le marketing. En tout cas, ils ont joué vachement en amont de l'album. Et notamment, ils ont utilisé le chapitre 1 complet pour le distribuer à tous les libraires. Ils en ont fait des petits fascicules, en fait, qu'ils ont distribués à tous les Ouais. libraires. Là, on pouvait lire 20 pages, dont la première confession, et, et avoir la présentation des personnages, avoir déjà l'intime d'un personnage avec cette confession-là, et quelque chose qui se tenait en fait en vraiment une mini-histoire, donc quelque chose qui avait déjà du corps. Par contre, effectivement, les habitudes qu'on a en France, en tout cas en France et en Belgique, bah, c'est de plus en plus d'ailleurs, c'est d'avoir tout de suite beaucoup de contenu, parce que d'ailleurs on voit bien, hein, même la consommation du manga en France, elle est bah, sur des bouquins qui sont déjà des recueils de choses Oui. au Japon. Même s'il y a des temps de publication assez courts entre chaque bouquin d'une série manga,
il reste quand même avec un contenu assez dense. Et donc là, bah, la série démarre bien, mais aussi parce qu'on a, on a une forte pagination avec beaucoup de contenu, avec de la Grèce, quoi, et des personnages qui vivent, et via toutes ces petites choses, en fait. Et nous, ça, c'est depuis la sortie, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je pense même qu'on sort de la sphère habituelle franco-belge d'acheteurs typiques qui vont acheter le 54 cc classique. Parce que moi, comme Johan, qui sommes sur Instagram, on voit quasiment quotidiennement que ce soit des libraires ou des lecteurs qui vont mettre des posts et des coups de cœur sur l'album et qui vont parler des personnages, qui vont parler d'histoire, mais surtout des personnages. Et c'était vraiment, là pour le coup, c'était vraiment un des objectifs qu'on voulait atteindre sur cette série-là, et donc évidemment ce tome 1, c'était de toucher les gens avec nos personnages et d'aller au-delà de la sphère habituelle de lecteurs de bande dessinée. D'ailleurs, Franco-belge. s'il y en a qui franco-belge, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des marqueurs. Alors, je le lis comme ça et j'ai peut-être tort, mais un des marqueurs qui est vraiment là-dessus, c'est que sur BDGest, par exemple, qui est le site, le forum de référence du lecteur franco-belge classique, Ouais. eh bien, le sujet consacré à Tête de Chien ne remonte jamais. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà repéré depuis 2-3 ans. C'est qu'en majorité, sur des sujets qui ont trait à des BD donc classiques franco-belges, les sujets, ce dont on parle à l'intérieur, c'est principalement sur les éditions multiples qu'un album va avoir. Parce que ça, c'est un truc qu'on va voir beaucoup aujourd'hui. Version noir et blanc, version machin. Voilà, Et justement, on a fait un album qui ne se lit pas en noir et blanc, voilà, tout à qui fait. est illisible en noir et blanc même. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Donc et même en dédicace, on voit des gens un public assez multiple. Et puis voilà, moi, c'est la première fois que à l'école, en allant chercher mes enfants, j'ai des parents d'élèves qu'on connaît et qui savent ce que je fais, mais qui m'ont lu. Parce qu'avant, c'était pas possible. Et qui ont dit, D'ailleurs, j'ai lu par chose, leurs impor- enfants. chose importante, avec Ronan, et on a pas mal d'albums, c'est le premier sans mort. Oui. Et moi, un truc qui m'a Et touché, c'est mais pas un c'est spoil, hein, il n'y a pas de mort. C'est l'inverse de John Wick. Voilà. Et pourtant, ça castagne. Non, mais moi, par exemple, là, j'ai une petite anecdote rigolote. Il y a 10 jours, donc, a lieu la kermesse à l'école de mes enfants, et j'y tiens un stand de maquillage. Et oui, parce qu'on n'arrête jamais de dessiner. Bon, j'ai dessiné des têtes de chat et des trucs comme ça, mais arrive donc la fille. T'as tellement changé, Ronan, t'as tellement Non, changé. non, mais arrive la fille d'une copine qui avait lu donc Tête de chien. La gamine, elle va avoir 11 ans. Elle a kiffé. Et elle me dit, est-ce que tu peux me faire le tatouage de Tête de chien sur le visage? Tu peux me faire son blason, que j'ai vraiment adoré. Et bah, voilà. Bah, pour moi, c'est vraiment le type de lectorat que j'ai envie d'avoir, parce que en tout cas, ces gamins-là, ils vont te parler des persos, ils vont te parler à quel point ça les a remués. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est marrant parce que j'y avais pas pensé et pourtant j'ai lu Tête de chien et j'ai lu Cosaque tome 1 aussi. J'avais pas fait plus attention que ça en tant qu'adulte de l'économie de violence, on va dire, ou de mort, ou même effectivement il n'y a pas de chien qui meurt dans cette BD non plus. La tête de chien est toujours là. Il y a aucune tête qui est séparée du corps d'un chien. C'est ça. Vous l'aviez vraiment pensé comme ça, comme un projet lisible par tous? Alors, je pense qu'à la base, on voulait faire quelque chose de lumineux avec Vincent. Bah, moi, j'avais prévu à la base, à tout même avant même de te filer le bébé, c'était un shonen sportif. Donc à la base, Oui, je visais un public adolescent, de tout à manière. fait. À la rigueur, je l'ai même rendu plus adulte en faisant quelque chose avec Ronan. Mais par Euh, contre, on s'est pas dit avant de le faire, faut pas faire de mort. non. On n'a pas conscientisé ça. On s'en est rendu compte après. Bon. Sinon, j'aurais beaucoup pleuré, parce que moi, j'aime bien tuer des gens. Oui, mais comme on se venge sur d'autres trucs qu'on fait à côté, bon, c'est pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un style graphique chez Ronan, je ne saurais pas comment le qualifier comme ça, quasi baroque, avec beaucoup de niveaux de détail. Et j'aurais pas pensé au départ
à la référence Johan et Pierre-Louis. Pourtant, je l'ai parce que c'est quasiment une des premières BD que j'ai découvert quand je suis revenu en France quand j'étais petit et à laquelle j'ai accroché avec les Schtroumpfs. Et maintenant que vous le dites, ça paraît un peu plus évident. Ouais. Alors c'est Mais gentil de parler de mon ouais. style dans ces termes. Après, je peux vous présenter mon outil majeur. Hein, c'est une avec ça. La Euh, truelle. et la grosse Cruel, Non mais, cruel. non mais on avait proposé, de faire une reprise de Jean et Pierre-Louis version hardcore, mais, pour l'instant, les ayants droit, ils ont du mal. Mais, voilà, une version en fait Jean et Pierre-Louis, mais plus Roi des Ribauds, tu vois? Enfin, là, nous, on veut faire l'inverse, on veut le salir. Mais bon, c'est non, non, mais avec il y a Pierre-Louis en nain graveleux qui va baiser de la rombière. Non, pardon. Oh là là oh, là. voilà, Ça vous dérape, l'avez ça Oh là dérape. là là là. c'est perdu, c'est Non, non, perdu. mais Mais c'est non, pas non, mais grave, hein. Notre pour cœur en de revenir à cible, c'est quelque les chose de quarantenaires, ils en ont entendu d'autres. Il Alors, se prend heu, une différence. Pierre, je mais vais te non, mais solliciter pour un peu sur l'écran pour la petite anecdote parce que Ronan pardon, ouais, montre son gros outil, montre sa truelle. En fait, Ronan, Ah, tu connaissais pas ça, Vincent, hein? il a eu, ouais, c'est un truc que je fais en ce moment. Je représente les membres de l'atelier virtuel en dessin et Ronan a été qualifié sur un site de critique de BD comme dessinant à la truelle. Voilà, donc j'ai dessiné une sorte de truelman comme ça, ou Mec Trainman, truelle. énorme. Voilà, donc J'aimerais bien dessiner la truelle comme lui, hein, mais on bon, a ça c'est. Johan de Ah ouais, ouais, Chipbender, voilà. Non, mais ouais. c'est toujours l'outrance Non des mais critiques où effectivement, vous à vous la recherche. imaginez s'il commençait à dessiner avec des trucs utiles? Enfin avec une plume ou un tout, il serait inarrêtable. Ouais, Mais c'est pour Heureusement qu'il laisser une serait chance aux autres. heureusement qu'il serait voilà exactement. Il est un bon, fair-play, en fait, il est un, fair-play. un bon professionnel, il sait utiliser ses outils, avec enfin, toute la panoplie d'outils qu'il a. Moi, j'ai des truelles de 0,5. Ça marche très très bien, hein, tu sais. Bon là, il veut pas vous faire peur, mais une fois je l'ai vu dessiner avec un parpaing, Oui, c'est vrai. C'était c'est impressionnant. impressionnant quoi. Il trempe le parpaing dans l'encre, il le bouge comme ça, c'est oh, Ça explique des pourquoi il est effets de gaulé comme ça texture d'ailleurs, hein. incroyables. Ça explique Des pourquoi déchirures de il a des papier, épaules comme il a. Voilà, c'est le parpaing, c'est lourd. même le Mais, parpaing. ouais, voilà, le Alors, dessin à la bûche. Mais, je vous non propose mais de changer légèrement de sujet, mais on reste bien sûr sur Tête de Chien. C'est au niveau de la couleur. Là, je m'adresse plus à Johan. Ah, Moi qui suis pas du tout, pour le coup, auteur ou dessinateur ou ce que vous voulez, comment tu vas chercher tes inspirations pour les couleurs? Est-ce que tu ouvres la palette Photoshop, tu fermes les yeux, t'en prends une? Ou bien est-ce que tu te dis j'ai vu ça dans tel film, dans telle BD, dans telle série, je veux la même ambiance? Comment ça se passe? bah, un peu tout ça à la fois en fait. Des fois il y a des pages, je les reçois, je la vois, en fait quand tu fais de la couleur en BD, tu as plusieurs choses à faire. Déjà, tu dois comprendre ce que le scénariste et le dessinateur ont voulu mettre en place. Parce que en fait, il va falloir que ce soit lisible tout de suite. Donc déjà, tu as cette contrainte-là de lecture. Après, tu as des choix d'ambiance qui vont être mis en place par, pareil le scénariste aussi et puis transformé par le dessinateur et ça, faut tout le comprendre et puis, jouer à la fois lecture puis ambiance et après, bah, tu as une certaine liberté et bah, en fait, je cumule un peu tout ça. C'est-à-dire que certaines pages qui me paraissent assez évidentes, j'arrive dessus, au tout début avec Ronan, toutes les pages me paraissaient pas évidentes, mais là, depuis qu'on bosse ensemble depuis un moment, ça me fait exactement comme Brice. Des fois, je vois les pages arriver, je sais déjà comment elles seront à l'arrivée. Après, hem, comment dire? On passe par une étape de test, en fait, un peu comme un brainstorming de couleurs. Je balance des trucs et puis je me dis: «Tiens, ça sort bien, ça va bien, ça remplit bien les contraintes, enfin les problématiques, dont j'ai parlé juste avant» et on peut partir là-dessus et après, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement et que j'ai très utilisé dans Tête de Chien, c'est ce que j'appelle les auras et qui, justement sert en fait la présence et le charisme des personnages. C'est-à-dire que, un personnage, dispose de sa couleur, mais, il a sa couleur de tabard, mais en fait, quand il est en situation de force dans une scène, il va, imposer sa couleur à la scène. C'est-à-dire qu'il va être dans son élément et en fait, il va être tellement dans son élément que la scène va devenir son élément et va prendre sa couleur. C'est pour ça qu'il y a des scènes, par exemple, où Tête de Chien est en situation de force et la scène va devenir jaune. Heu
Parce que voilà, c'est elle qui prend le pouvoir. Enfin, c'est un truc que j'avais déjà testé sur d'autres BD, mais voilà. Et du coup, ça permet justement de caractériser certains choix de couleurs de personnages et après de les utiliser au-delà même de la couleur sur les tabards, quoi. Voilà. Autre question, peut-être plus générique par Alors attends, rapport. Ben, parce vas-y, que vas-y, vas-y, excuse-moi. sur la couleur, je voulais rebondir un peu sur un autre sujet. C'est la deuxième BD. Alors déjà, moi, Johan, sache que j'entends de plus en plus parler de ton travail, bien entendu depuis que je suis en atelier partagé avec toi sur Discord, mais également, Ça doit jouer. également pour une autre raison, parce que tu fais partie de ces auteurs qui maintenant sont crédités sur la couverture. Est-ce que tu veux Ah, en toucher un mot? alors oui, oh là là. Hem, En fait, ça part On du n'a qu'une heure, Johan. non, non, je vais essayer de faire court, mais en gros, tout ça part de la proposition que Brice m'avait faite de le rejoindre sur Franck, à l'époque et j'avais dit: «Bah oui, mais je vais avoir mon nom en couverture» parce qu'en fait, je vais créer toutes les couleurs de Franck et je vais avoir mon nom en couverture. Or, ça n'a pas pu se faire, donc c'est très triste. Mais pour des questions juridiques, en fait, donc il y a tout un tas de bazar juridiques, qui sont un peu complexes et quand on a commencé à parler de Cosaque avec Ronan et Vincent, on s'est dit: «Bah tiens, on va faire un travail où on va mêler, un dessin de peinture de paysage avec le dessin de Ronan», et du coup, ben, vu que la le travail de couleur sera plus poussé qu'un travail de couleur normal et ben, en fait, on va t'étiqueter dessinateur. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit, on s'étiquette tous les 2 dessinateurs et du coup, si on est tous les 2 dessinateurs, on devrait être en couverture aussi parce que c'est plus juste et du coup, on a commencé à partir sur cette direction de coloriste, auteur puisqu'en fait, à partir du moment moi, je considère qu'à partir du moment où on demande à un coloriste de venir sur un projet pour ce qu'il est capable d'apporter au projet et pour la capacité qu'il a de le transformer, d'en faire quelque chose, voilà. Et bien, en fait, on lui demande un travail d'auteur. Donc en fait, il doit faire partie de ce truc d'auteur. En Et Donc, plus, c'était moi, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement avec le trinôme qu'on forme maintenant, c'est que j'avais d'autres cordes à mon arc, que j'ai fait avant de d'autres choses que coloriste. Et maintenant de pouvoir, participer à l'élaboration des couvertures, l'élaboration du projet, discuter de certains trucs comme ça, bah, en fait, ça me permet de m'épanouir encore plus que dans mon rôle de coloriste parce que, je peux tirer d'autres ficelles, en fait. Voilà. Alors, du coup, la question que j'allais vous poser, ben, elle rebondit bien sur ce. Excuse-moi Pierre, parce que ça fait Oh, 2 fois que je décidément, t'interromps, mais je vas-y. voulais conclure sur cette histoire de couleur parce que ça m'a plu ce que dit Johan, et je pense aussi que Vincent, tout à l'heure, a abordé déjà le sujet en disant que ils ont écrit ou ils ont fait cette BD et qu'elle peut pas être se dispenser de sa couleur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas lisible en dehors de Mmh. sa couleur, et ça prend tout son sens le fait qu'ils soient tous les trois co-auteurs, et c'est pour ça que je suis très heureux de les recevoir tous les trois. Excuse-moi Pierre, parce que ça fait 2 fois que je t'interromps, mais cette fois, vas-y, je te laisse. Non, il n'y a pas de problème. Ma question, elle est, on est dans le café multiverse, comme vous le savez. On parle souvent de séries, surtout en ce moment, c'est dans l'air du temps, de crossover, de choses comme ça. Est-ce que vous, pour le coup, ça vous tente? Est-ce que vous y avez pensé de faire intervenir des personnages d'autres de vos univers dans cette BD? Est-ce que vous avez même imaginé utiliser cette BD ou d'autres, hein, peut-être à l'avenir, je ne sais pas, ou est-ce que c'est déjà arrivé, pour essayer de finaliser des histoires que vous n'avez pas pu boucler par ailleurs? Je peux introduire la réponse, et je pense que Ronan va en dire plus, mais je suis très très content d'avoir capté que dans la page 6 qui s'affiche là maintenant, Pierre, si tu veux, on a un personnage ici qui donc est un guerrier, est un chevalier lambda a priori dans cette histoire, mais qui apparaît dans une autre histoire sur laquelle Ronan travaille, qui s'appelle Bombe X. Sur laquelle Oui. on travaille d'ailleurs, tous les 3 plus, Brice Cossu et Alexis Santenac. Parce que c'est moi le scénariste de Bombix. Ah, je suis Eh ben oui. partout moi. Je suis tout dans les bons plans. En Tout est fait, connecté, Ouais, Pierre, tu l'avais les Ah bons là là, senti. c'est tuyaux. le multivers, on est dedans. Mais par contre, bien joué Bah, Greg, non, mais encore plus fort parce que là, pour le coup, on parle même de la même époque.
Ouais. Il y a eu une version alors on a fait un chapitre spécial pour une librairie au Mans, la librairie Bulle, qui s'appelle, Voilà. voilà, qui s'appelle une soirée Mancel. Donc en gros, c'est un petit chapitre, où on suit nos personnages qui se retrouvent dans les rues du Mans au Moyen Âge et à qui leur arrive une petite mésaventure. Eh bien, ils rencontrent, un personnage, un grand méchant qu'on utilise dans la série Le Roi des Ribauds. Il faut savoir que Le Hmm. Roi des Ribauds, c'est une série qui se passe à la même époque. Genre, il se passe, en fait, Le Roi des Ribauds se passe en 1194, au tout début. Et nous, là, dans Tête de chien, il n'y a pas de date fixe parce que je me suis refusé à prendre une date fixe, mais on est dans les années 1180. Donc on est 10 ans, à peine 10 ans avant. Et donc il y a de fortes chances qu'un jour on croise notre Roi des Ribauds, Alors, dans Tête de chien. Peut de manière appuyée ou juste un hommage, je sais pas, on verra, mais en tout cas, on est à la même époque. et c'est Et donc oui, et c'est déjà le vas-y. cas. C'est déjà le cas Mmh. puisque en fait, je l'ai introduit sur une des confessions. En Mmh. arrière-plan, il y a un acteur qui me l'a déjà dit. Attends, mais ce serait pas machin. Et en fait, on va le retrouver ici. Ah oui, je me rappelais Et même pas, moi. par contre, terminer une série, enfin, mettre une sorte de fin à une série, qu'on n'aurait pas pu finir autrement, la se et vu que les seules séries, qu'on n'a jamais pu terminer, comme on voulait, par échec commercial ou autre, c'est, KO Team, à une certaine époque, et Iradei. Vu que ça se passe, l'un se passe 200 ans avant et l'autre est de la SF, non. Non, on pourra Ok. pas. Alors, Désolé. et je conclus d'ailleurs pour finir la boucle qui se boucle sur des séries moyenâgeuses qui peuvent interagir entre elles. Quand on a commencé à évoquer l'idée de Tête de chien, moi j'étais en train de travailler sur le développement graphique justement de Tête de chien et j'étais en train de dessiner le Roi des Ribauds 4. Et en fait, j'ai introduit nos personnages Oui. à une page Mmh. dans ce Roi des Ribauds 4 qui a fini par sortir en septembre dernier. Voilà. Ils se croisent, en haut là, c'est le Roi des Ribauds qui pour le coup croise Tête de chien et Bohémond, tiens, et Jocelyn. Jocelyn Bon, était le jour. là, pour le moment, en fait, pour redescendre un peu sur Terre, on est un peu dans l'easter egg, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui Ouais, sont connectées, carrément, mais, oui. mais C'est potentiellement, l'idée, pourquoi pas, de proposer à un moment donné un crossover, c'est quelque chose un vrai crossover, j'entends, une alors je sais série pas ou une si conclusion, c'est quelque chose qui te tente? je sais pas s'il y a des questions de droit ou pas, mais moi vraiment ça me verrait bien, alors après, comme je dis, ça dépend aussi, dans le tome Du 3 succès. c'est pas ça dépend du succès parce qu'il faudrait aller au-delà du tome 3 puisque le tome 3 est déjà dans ma tête, il est posé, hein, je sais ce qui se passe. Mais par exemple pour un tome 6 ou un tome 16 mettons, faire toute une aventure où ils sont, liés et où ils rencontrent, un des personnages du Roi des Ribauds, puisque comme je dis, c'est la même époque, c'est le même cadre. Ouais, moi ça me plairait bien de remettre un personnage du Roi des Ribauds, notamment je pense à Paulin qui est un personnage qui est un peu, écuyer, mais qui est aussi dans les milieux interlopes et qui pourrait, être, Le lien. attiré du côté obscur, et il pourrait très bien faire le lien avec des personnages du Roi des Ribauds. Donc après c'est 2 univers qui sont très différents. L'un est très lumineux, et se veut, lumineux, plutôt joyeux. Le Roi des Ribauds, on est dans notre polar noir, donc on n'est pas du tout dans la même ambiance. Mais oui, faire ce genre de choses, moi, me plairait beaucoup, carrément. Il y a des précédents dans la BD franco-belge parce que moi je me rappelle, ça m'avait fait de lire le Scrameustache qui était en lien, à toute proportion gardée bien entendu, en lien avec les petits hommes où on voyait l'histoire qui se croisait et les moments où les personnages se Mmh, croisaient et même ne serait-ce que Johann et Pierre-Louis et les Schtroumpfs, enfin, tout simplement. tout à fait, ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve que vous puissiez ne serait-ce que préparer le terrain et puis que potentiellement Que ça ça se se fasse fasse ou pas. oui, que ça se fasse ou pas, tout à fait. En plus, enfin, on sait que nos personnages du Roi des Ribauds sont censés revenir de croisade, ils ont vécu plein d'aventures. Si un jour j'arrive à mettre mes héros en croisade, ça sera la même, ce sera la troisième croisade, la croisade des rois, donc celle de Philippe Auguste, celle de Richard Cœur de Lion. Bon, clairement, oui. Euh, Mais en plus, ça serait totalement logique qu'ils se rencontrent puisque ça reste quand même un petit monde. On parle d'une armée de 40-30 000 hommes, mais qui est au même endroit pendant plusieurs mois. Bon, faut le faire. À un moment, faut qu'ils se Alors rencontrent, c'est après, obligé. faut trouver la tonalité pour faire quelque chose de lumineux avec Exactement. une croisade, quoi. Ouais. Mmh. C'est ça. Oui, oui. Alors Ça reste après fun. après tu peux raconter plein de choses avec une manière lumineuse. Après c'est ce que tu évites de raconter et c'est l'angle que tu utilises, quoi. C'est-à-dire, et- après ça peut être aussi une bonne manière de déniaiser un peu nos personnages, de leur montrer que, bah,
tu vois? Que derrière la chevalerie se cachent des choses pas nettes, voilà, il y a des choses comme ça aussi, parce que c'était aussi ça le propos, c'était que vu que Jean est obligé de mentir pour cacher sa nature, son sexe, ça l'oblige en fait déjà à se questionner sur ce que c'est là vraiment la chevalerie et là, Jocelyn qui lui était un peu l'être pur par excellence, qui par lui-même est obligé de mentir, par lui-même est obligé d'aller un peu, à l'inverse de ses principes, bah, finalement on va découvrir que la chevalerie c'est pas tout beau, tout propre. Donc il y a aussi un peu cette idée-là, donc au bout d'un moment la propreté elle va elle-même se tasser un petit peu aussi, quoi. Mais c'est un peu comme enfin, tu prends des séries jeunesse, c'est souvent le cas, hein, tu as un 1er tome qui est très enfant, et puis plus ça avance, plus tu grandis avec les personnages, plus tu vois que ça va loin. Tu prends, l'exemple le plus connu, tu prends le 1er tome d'Harry Potter et le dernier, c'est pas la même chose, quoi, ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Bah Alors, si, c'est ça, on- les mêmes personnes qui ont Non, grandi avec. ça s'adresse plus aux mêmes, ouais, oui, non, il me reprend Alors celui-là. ils ont grandi, donc c'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes, ouais, en même temps. Ouais, c'est vrai. Mmh. on arrive déjà en fin d'émission. Alors moi, je voulais quand Voilà. même donner un Va petit peu falloir qu'on fasse un tome 2 aussi, hein, Pierre, à cette émission, un livre 2. Ça tombe de... bien, il y aura un 2 l'année prochaine. Ah, ben voilà, Ah. ce sera une Est-ce que vous bonne reviendrez dans occasion. l'émission pour nous parler de tout ça? Avec plaisir. Avec Voilà. plaisir. Surtout que j'ai même pas annoncé. Alors juste, je me permets juste un truc Vas-y, pour vas-y. exprimer la différence que tu m'as parlé du Béour, mais tu me disais que c'était pas des joutes. Et en effet, juste pour expliquer la différence entre un tournoi et des joutes, qui est quand même un peu, je pense, un peu importante. La joute, c'est ce que tout le monde a en tête, c'est les deux chevaliers qui se foncent dessus. Mhm. Donc c'est ce que tu vois dans le film Chevalier, c'est l'image qu'on a du tournoi de chevalier dans Game of Thrones, c'est Ivanhoe et tout ça. C'est ça, mais ça c'est pas le tournoi, c'est la joute. Le tournoi, c'est un sport d'équipe où les mecs se rencontrent, se foncent dessus, puis ils font une espèce de 8 comme ça, ils arrêtent pas de se taper, d'où le terme tournoyer, tournoi, on tournoie. Et c'est à cheval. Et c'est à cheval et à la lance. Alors nous, dans le premier tome, il y a pas de lance. Dans le deuxième, il y a un il y a le chapitre 4, il est centré sur ça, ça va défourailler avec de la lance. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'on fait des tournois, c'est-à-dire en fait, ça ressemble à une grosse mêlée, donc ça n'a pas trop de différence avec une vraie bataille, sauf qu'on se tue pas, sauf accident. Et de toute façon, même en bataille, on se tue pas, puisque en bataille, aussi, l'objectif pendant tout le Moyen Âge n'a jamais été de tuer son adversaire, mais de le capturer pour le mettre à rançon. Donc voilà, donc oubliez tout ce que vous avez vu, avec Hollywood, avec les batailles médiévales qui sont sanglantes au possible. Ça concerne surtout la piétaille dont on se fout royalement, mais les chevaliers, ils se tuent pas entre eux. Ils sont de la même classe sociale, c'est un grand groupe, ils se connaissent tous et puis on se fait de la on se je prends souvent l'exemple de la bataille de Bouvines, qui est un des gros chocs du Moyen Âge en 1214, le célèbre dimanche de Bouvines. Vous avez 3000 chevaliers d'un côté et 2500 de l'autre, donc 5500 chevaliers qui vont se taper sur la tronche pendant plusieurs heures. À la fin, il y a 12 morts. 5500, 12 morts Mm. en 4 heures de combat. Donc Oui. on ne se tue pas. Donc je veux dire, ça Mais arrive les accidents, hein. Et alors pendant le tournoi, on émousse les armes. C'est-à-dire que les épées sont pas aiguisées. Mais de toute façon, les épées, ça sert pas à trancher, ça sert à non, assommer. les épées, ça sert à tuer ce qui a pas d'armure, Mmh. D'ailleurs, je le montre en assez plus. bien dans l'album. Je montre souvent d'ailleurs les épées émoussées, abîmées, et à force de taper sur l'autre, elle est carrément éraflée et ébréchée. D'ailleurs, J'ai dès le bien aimé, départ avec Ron oui, excuse-moi. pardon. Non, j'allais dire, j'ai bien aimé cette dimension aussi, le moment où donc ils sont toujours un peu sans dessous et puis il y a, je crois, je sais plus lequel, je crois que c'est pardon, bon, il y a un des personnages qui dit passe-moi le bouclier et l'écuyer lui répond c'est le dernier et c'est vrai que j'ai bien aimé cette dimension un peu. On voit l'usure du bouclier alors on a toujours l'impression de quelque chose d'un peu monolithique, Surtout, sauf on dans a souvent l'impression de quelque chose en métal, alors que c'est ouais, faux. bah C'est oui, puis ça doit être dur à porter. c'est du Mais, bois et de la toile. mais en fait, oui, le tournoi, c'est l'occasion pour les chevaliers, de briller, montrer qu'ils sont balèzes. Donc c'est comme un championnat, comme un championnat d'un sport quelconque. C'est l'occasion de trouver un seigneur qui va devenir notre mécène, qui va devenir le mec qui va nous entretenir, de trouver éventuellement quelqu'un avec qui se marier, ce qui est une bonne nouvelle pour Jean, il faut le dire. Et voilà, donc c'est ça un tournoi. On brille, on gagne un peu d'argent en capturant l'adversaire, on évite de trop mettre sur la paille les autres parce qu'on reste de la même classe sociale.
et l'occasion de briller pour trouver un poste à droite à gauche. C'est ça un tournoi, voilà. Et c'est la conclusion parfaite justement à ce que j'allais te dire, Vincent. C'est ce que je trouve, c'est que la BD, elle s'inscrit parfaitement dans peut-être une recherche hypothétique d'un roman national français finalement qui a été un petit peu corrompu par les films et les séries américaines, etc., qui a peut-être été des fois trop romancé par le cinéma français. On en parlait d'ailleurs dans l'émission consacrée à D'Artagnan avec Marie. Et c'est là que je me dis, bah voilà, on est sur des choses beaucoup plus réalistes, sur une approche, une vision en tout cas de notre histoire du Moyen Âge qui semble plus voilà, terre à terre, plus, enfin, j'allais dire réaliste, quoi. Alors, Pas il y a des gens corrompu qui par le diront pas ouais, par corrompu par le business, 19e siècle, quoi. ouais. Déjà d'une part et puis Mmh. alors je te dirais surtout que par contre, il y a des gens qui nous diraient qu'on est complètement irréaliste parce que c'est une femme. Heu parce que, Oui, mis j'ai à vu part un ça, comment effectivement, là, mais non, non, là, mais on est dans la j'ai vu un fiction, commentaire. oui. Ah, j'ai vu un commentaire à un moment qui disait: «Oui, la preuve, la seule femme qui s'est battue, elle se battait vraiment pas, c'était Jeanne d'Arc». Sauf qu'on peut alors moi j'ai même juste mon petit truc, c'est que, à la différence, c'est que mon personnage féminin, a été élevé comme un chevalier. Mmh. Donc elle s'est entraînée. Or, qu'est-ce qui fait un chevalier? C'est l'entraînement dès que tu as 7 ans. Ce qui fait que c'est des grosses baraques, ils bouffent. Oh là là, ils mangent de la prod, de la prod, de la prod, de la prod, parce que c'est les seuls à bouffer de la viande de manière régulière. Mais elle l'a eu cet entraînement, elle a eu ce régime. Donc le fait qu'elle arrive à se battre et à tenir tête, en plus elle tient en compte le fait qu'elle est plus petite que les autres et qu'elle est un peu plus endurante. Mmh. Donc c'est pas anodin. Je veux dire, Jeanne d'Arc, avant de revêtir une armure et de sauver la France et de bouter l'Anglois hors de France, c'était une bergère. Mmh. Donc normal qu'elle s'est pas battue. Elle savait pas se Oui, battre. porter les moutons, c'est quand même faire du développé couché, hein. En plus, Ça ça dépend, ouais. Combien de moutons par bras? voilà. Hein? Et Mais voilà, mais c'est, donc je dois dire que c'est l'aspect qui m'a le plus plu et qui m'a le plus rappelé le shonen, c'est ce moment où il s'entraîne et lui, il est censé être plus costaud, plus grand et tout, et il insiste sur le fait que oui, mais toi, t'es plus endurante. Et puis effectivement, après, il y a la taille. Quand elle doit affronter un grand gabarit, elle dit, mais justement, je vais pouvoir me faufiler, je vais pouvoir passer la garde. Et puis voilà. Et ce côté-là, effectivement, le côté un peu tactique, avancée, assumée, rentre complètement dans ce qui fait le sel, pour moi, des combats shonen, c'est-à-dire, oui, j'ai un mec très fort en face, mais je connais son point faible, par exemple, ou bien je suis son point mmh, faible de par mon gabarit. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Il me permet de c'est faire et un tout oui, petit, Vas-y, vas-y. désolé, je prolonge un tout petit peu, sur justement le physique. Je je sais qu'on aurait pu aussi me critiquer sur le fait de, ah, bah, dans ce cas-là, tu aurais dû faire une OMAS qui est super balèze. Et en fait non, parce que on voit bien d'ailleurs même aujourd'hui dans pas mal de sports, et notamment des sports de force, où des culturistes qui font du sport de force sont loin d'être des grosses masses en muscles en fait, parce que c'est des gens qui ont entraîné leur système nerveux. Et en fait, j'ai réfléchi, quand j'ai posé le personnage tel qu'il est, j'ai réfléchi dans ce sens-là. En fait, effectivement, elle est endurante et elle est forte parce qu'elle a travaillé ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une musculature incroyable, quoi. Hmm. Et aujourd'hui, notamment dans des sports comme le crossfit, on va avoir des nanas qui sont capables d'en montrer à des types qui, a priori, seraient plus forts qu'elles parce que grands, parce que balèzes, parce que musclés, mais juste parce qu'elles ont développé leur force et sur un sport spécifique. Et là, c'est pareil. Et attention, après attention, j'ai le droit, on est dans le café multiverse. Je regarde koh tous les ans et c'est jamais des Voilà. gros gabarits, c'est jamais les mecs qui arrivent plein de muscles qui réussissent les épreuves physiques parce que eux, en fait, ils sont étalés par terre juste parce qu'ils n'ont pas eu leur steak du jour, en fait. Et ceux qui gagnent, c'est souvent celles qui gagnent, bah, c'est les femmes petits gabarits. Ouais. Et c'est Le endurance. syndrome ça s'appelle le syndrome du dinosaure. Si tu pas assez à bouffer, tu crèves. C'est vrai. et puis moi j'avoue, voir des masculinistes mettre ça comme commentaire, ça me fait rire, j'adore Hmm. Exactement. et j'aime bien les faire chier donc tant mieux. Bah, ça bouscule leur certitude de ce qu'ils ont l'habitude de voir effectivement dans la représentativité en général du blockbuster, en fait. Ouais. Après oui, que tu dises qu'une femme et que j'avais lu un roman il y a pas longtemps où, Le Roi Fantôme, où une femme trouve une armure sur un champ de bataille, là, la met et après elle se fait passer pour un chevalier. Bon là clairement si elle fait un tournoi, elle
dans la merde. Parce que c'est pas parce que l'habit fait pas le moine. Mais Notre personnage c'est a exactement le l'entraînement. même type de personnage qu'on retrouve par exemple avec Ellen Ripley dans Alien, qui n'a pas, voilà, qui est pas hyper féminine, mais voilà, on se comprend quand on la voit pourquoi elle s'en est sortie, parce que justement elle est endurante, parce qu'elle est athlétique, voilà, donc on est tout à Ça, fait là-dedans. Oui, et la c'est force de la volonté. l'entraînement. Je pensais aussi à Sarah Connor dans Terminator Oui 2. aussi, oui. Et on remonte, mais en même temps qui s'entraîne depuis un moment, donc c'est pas vrai non plus. J'essaie quand même de conclure, donc en définitive, et On après pourrait je passerai continuer longtemps. Il n'y la arrivera parole à jamais. Greg. Non, on n'invitera plus Vincent. Euh, Bah Toujours moi. si, on va l'inviter tout et seul. Il va voilà, faire le spin-off de l'émission. on a dit tout le bien qu'on pensait du graphisme, de la mise en couleur, effectivement, le découpage aussi, bon, qui est dynamique. Enfin, moi, ce que j'apprécie, c'est que à la fois sur le découpage, à la fois sur la mise en couleur, on passe des fois de l'un à l'autre de plusieurs extrêmes, mais c'est jamais un problème. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça coule naturellement. Ça s'enchaîne naturellement. Et même dans le scénario, dans les textes, finalement, on se prend au jeu, on suit l'histoire. Alors, il n'y a pas non plus de gros renversements de situation, mais il y a un fil rouge qui est suffisamment solide pour qu'on accroche jusqu'au bout, qu'on arrive au bout des 130 pages en se disant ah merde, c'est déjà fini? Enfin voilà, quoi. Ça m'amuse, Pierre, parce que tu dis que tu vas conclure, mais en fait, tu les relances pour 20 minutes. Ah non, je dirais juste un truc. Non, mais je suis Vas-y, chaud, là, moi j'ai des trucs à dire vas-y, là. Ronan. C'est un travail de professionnel et il ne faut pas refaire ça chez soi. Voilà, par les Ne faites pas ça chevaux, chez les vous, tout. c'est Allez, dangereux. Greg, essaie de conclure. Euh, bah, en fait, j'ai dit beaucoup de choses. Bah, moi, voilà, j'ai aimé cette BD, j'aime leur démarche. Je suis content de les entendre parler tous les trois et je suis content d'avoir toute l'équipe en fait en interview et pas. Dis-toi que à un moment donné, j'ai assisté à une masterclass d'un auteur très connu, très réputé, qui, devant tout le monde et devant tout un parterre d'étudiants et d'auteurs, a dit bah non, bien sûr qu'on met pas la coloriste sur la couverture parce que le livre pourrait exister sans elle. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase-là. Je suis heureux qu'ils aient mis les trois. Et je dirais même, j'ajouterais même, puisque je connais un peu la manière de faire, je voudrais faire passer une petite dédicace à Anaïs, si on peut dire un mot, Johan, sur Anaïs, parce que Oui, euh, derrière le travail c'est de derrière coloriste, moi. il y a des... Ah oui, bah elle est là, trop bien. Salut Anaïs, trop bien. Ouais, Derrière le travail de Yann, il y a un travail de préparation. Moi, j'ai travaillé avec Irène sur mon album et donc bientôt elle sera dans le contrat également. Et donc il y a beaucoup de petites mains qui travaillent aussi sur cet album. Donc La bravo à tout mise le en monde. abîme. La mise en Tu voulais en abîme. dire deux mots, Johan, de cette Derrière le travail de préparation? Yann et boum derrière. En fait, c'est vrai que Anaïs, je travaille avec elle depuis Goldorak. Et en fait, vu que c'est la personne qui va préparer les pages, donc va séparer toutes les petites zones, elle zoome énormément sur les pages. Et je sais pas si moi ou Ronan, ou comme ça s'est passé par exemple sur le Goldorak avec Brice, Alexis et Denis, je sais pas si nous, on zoome autant qu'elle sur les pages. Et du coup, elle voit des détails des fois. Des détails qui peuvent plus tard avoir son importance si on fait des agrandissements de pages, qu'elle fait remonter ou des faux raccords. Vous imaginez un truc qui est sur une case et qui est pas pareil sur une autre case. Comment s'appelait ce personnage dans Kozak où elle lui a donné un nom à un personnage qui avait vraiment la tête de travers sur C'est une moi qui case? lui avais donné ce nom-là, c'était Patatovic, parce qu'en fait, Ronan avait Patatovic. dessiné un personnage un- avec des traits un peu grossiers en arrière-plan, et on a dit, mais non, mais là, faudrait quand même le définir un peu mieux, parce que bon, voilà quoi. La Troel, voilà, c'était Troelovic. Bon, la prochaine fois, on invitera Anaïs, on a bien compris. Voilà, est-ce que je vous propose du coup de passer aux recommandations de la semaine pour finir cette émission, les Mais oui, amis? mais oui. Oui, alors qui veut commencer? Qui lève la main? Allez, Non? moi je Oui, peux. je suis Craig, allez. Donc j'étais en dédicace à Amiens, je continue un peu les livres que j'ai vus là-bas. J'ai acheté ce qui se présente un peu comme un fanzine qui s'appelle Punch. Hop. Attends, est-ce qu'on voit bien Oui, quoi c'est c'est? bon, on le voit bien.
Punch saison 2. Punch, c'est une sorte de revue, une assez petite pagination, je crois, de l'ordre de 32 pages. Euh, Hop, voilà, je vais essayer de le mettre à l'écran pendant que je vous parle. Ici, donc, c'est le travail de Anaïs Mamard. En fait, Punch, c'est une revue dans laquelle il donne un thème, en fait, et c'est à l'auteur de s'emparer de ce thème-là. C'est coriandre et estragon. Hop, j'essaye d'afficher les images en même temps que je vous parle, excusez-moi, j'ai pas préparé. T'es viré. Voilà. Profe- Professionnel. Bah, de toute façon, je suis viré toutes les semaines, donc je commence à avoir l'habitude. Hop, voilà, Punch saison 2, tome 3, coriandre et estragon. Et vous voyez, c'est un tout petit prix en plus, 6 euros. Alors, bien sûr, on n'est pas du tout dans la même pagination, mais voilà, j'ai aimé le côté médiéval fantastique avec une jeune fille qui travaille dans une auberge avec un ancien héros. Et donc, va-t-on découvrir que c'est un dragon? Parce qu'apparemment, voilà, c'est censé. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très rigolo et surtout très, très bien dessiné dans un style jeunesse. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet ouvrage. Très bien. Punch, Ouais, c'est chouette. Ouais. saison 2, tome Je 3. donne la parole à Vincent, du coup. Mmh. Bah, moi, je vais parler d'un vrai livre, parce que j'aime pas les BD, moi, j'en fais, donc c'est chiant. Ouais. Heu, non, 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 je crois que quand on a fait l'émission sur, Final Space, j'avais parlé d'un bouquin et en fait, je vais être d'une fainéantise monstrueuse parce que je vais Parle de la conseiller le suite? tome ouais, je vais conseiller le tome 2. Trop Je bien. crois que j'avais conseillé Le Chevalier aux épines, tome 1. Non, mais alors, Le Chevalier aux épines, tome 1 était très bon, mais le tome 2, en fait, il fait revenir un narrateur qui était, donc c'est l'auteur, c'est, mince, je le connais par cœur ce nom et là je n'a Jean-Philippe après Javorski? Jaworski, bien sûr. Ouais. Donc c'est Jaworski qui a commencé une trilogie qui s'appelle Le Chevalier aux épines. Le premier tome était justement sur des tournois, on avait toute une histoire de tournoi, on suivait ce Chevalier aux épines, puis d'autres personnages. Là par contre, on va rester sur le même narrateur quasiment 90 du bouquin et ce narrateur, il est très spécifique puisque c'est, Bucéphale Benevento, donc son héros de Gagner la guerre et c'est un vrai plaisir de retrouver ce personnage qui est une ordure, un malotru qui a une verve, bon, c'est la verve de Jaworski, mais qui en plus il parle un peu comme, il a un langage, fleuri, et c'est un bonheur de le retrouver, c'est un bonheur de retrouver une vraie canaille comme ça et le bouquin alors pour vous situer, j'ai mis une semaine à peu près, une semaine et demie pour lire le premier tome qui était costaud. Là, c'est la même taille de bouquin, je l'ai lu en 2 jours. Voilà, tellement je D'accord. ne pouvais pas le lâcher. Donc, à l'écran, Heu, Pierre, ouais, Jean-Philippe Javorski, Le Chevalier aux épines, tome tome 2, 2, Le voilà, voilà. Conte Et de on, l'Assassin, chez Les les contes de Moutons l'assassin. électriques. et on vous Tout à mettra le fait, ouais, lien ouais. dans la description de l'émission. Ouais et donc et si vous avez aimé Gagner la guerre, foncez. C'est un bonheur de le retrouver, voilà. Voilà. Et je passe la main à Johan. Alors, moi, j'avais conseillé la série Final Space qui avait conduit à la précédente émission. Donc là, j'ai mon t-shirt Rick et Morty, et la saison 6 vient de sortir, elle est assez géniale. Mhm. Vous Je verrez dedans confirme, des choses que vous n'avez jamais vues, Ouais. comme vraiment, souvent. totalement. Et par contre, je conseillerais bien une autre série un peu dans le style de Rick et Morty, pas aussi bien, je trouve, mais très intéressante quand même, qui s'appelle Solar Opposite et qui est, je crois, sur Netflix. Et en fait, Solar Opposite, c'est une série, de comment, qui fait penser un petit peu à des séries à épisodes, séparés, un peu format American Dad, ce genre de choses. Sur Bien qu'il y Disney+. ait un fil rouge quand même qui traîne derrière et sur des extraterrestres qui vivent dans une maison américaine comme les Simpsons, mais c'est les mêmes auteurs, Mhm. c'est complètement barré. Il y a un arc narratif, en fait, il y a plusieurs arcs, on suit plusieurs arcs narratifs en même temps sur toute la série, bien que tous les épisodes soient bien séparés et qu'ils racontent à chaque fois quelque chose de complètement différent. Et il y a un arc narratif en particulier qui est, sidérant tellement, c'est incroyable. Donc, je sais pas si je peux en dire plus, mais, Solar je sais Opposites, pas spoiler. c'est sur Disney+, hein, du coup. Sur Disney+, pardon. Voilà. Très Mais, bien. Bah c'est ça assez donne envie dingue en tout cas, oui. et Ouais, ouais.
C'est assez dingue et oui, c'est vraiment dans l'ADN de Rick et Morty. D'accord. Et on termine avec Ronan. Alors, quand Greg m'a parlé de ça, de choisir ça, le choix était très dur parce que y a tellement de choses que tu as envie de Tu partager. reviendras. Tu reviendras, t'en diras d'autres dans d'autres Mais oui. émissions. Tu dis, soit j'opte pour la série sitcom qui m'a fait le plus marrer, qui est Brooklyn Nine-Nine ces derniers temps. Commencer une liste en 10 points. Ah, ou alors, j'opte plutôt pour du vieux et parler justement d'un univers qui nous rassemble aussi tous les trois, qui est l'univers de Warhammer 40 000. Et dedans, il y a des bouquins absolument énormes qui ont été écrits par des auteurs de grand talent. Et j'ai notamment en tête, ça c'est une série que je relis régulièrement, c'est la série Les Fantômes de Gaunt, écrite par Dan Abnett, qui a lieu donc dans cet univers de SF dantesque, à côté duquel Star Wars et Star Trek, c'est les bisounours. C'est parmi mes plus grandes claques de lecture en termes de SF et de SF d'aventure. Voilà. Donc on suit un régiment en fait dans la garde impériale de l'Empire humain et qui affronte des entités toutes plus affreuses les unes que les autres. T'as réussi à me surprendre, Ronan, parce que tu m'as parlé toute la semaine de Black Mirror et j'ai regardé la saison 6 de Black Mirror sur tes conseils à plus vite que je pensais. Et j'étais persuadé que ce serait ta recommandation du jour. Ah, Il aime il est surprendre. plein de surprises, ce Ronan. Mm. Et je terminerai par faire la même que Vincent, finalement, puisque moi, je vais recommander la série Jack Ryan, qui en est à sa 4e saison et dernière saison sur Prime Video. Je ne l'ai pas terminée, mais voilà, elle apparaît d'être d'aussi bonne qualité que les 3 précédentes. Donc, c'est une série que je recommande chaudement. Voilà, je crois qu'on présente plus trop Jack Ryan de Tom Clancy. Donc, voilà, à regarder sans retenue. En tout cas, bah, merci. C'est drôle. Alors Oui, là, excuse-moi, je vas-y. termine là-dessus parce que là où tu as réussi à me surprendre, toi, c'est que tu as recommandé 2 fois ou 3 fois Jack Ryan à chaque fois qu'il y a eu une saison. Et quand je t'ai dit, c'est bon, je suis à jour, on peut faire une émission dessous, tu m'as dit, oh, je me rappelle pas des derniers épisodes, je me rappelle pas des 2 premières saisons, donc laisse tomber. Et là, maintenant, tu as fait la 4. Donc, je n'arrive plus à te suivre, Pierre. Catastrophe. C'est une La- catastrophe, effectivement. Le torchon brûle entre nous et vivement les Voilà. Oui, vacances. En tout cas, bah voilà, merci énormément à vous 4 et surtout à vous 3 d'avoir fait cette émission en notre compagnie. Bah, c'était Surtout à vous superbe. 3. Voilà, d'avoir tenu votre promesse aussi, parce que vous nous aviez dit ça pour l'émission de Final Space, et puis bah, vous êtes là comme convenu, donc c'était super. Moi j'ai pris plaisir à lire votre BD, j'ai pris plaisir à passer cette émission en votre compagnie, Moi aussi, beaucoup. à de parler même, de même. de tout ça, voilà. De même. Et puis bon, on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir bah, pour d'autres sujets, comme on l'a déjà fait pour Final Space. Et puis donc s'il y a des séries, des films sur lesquels... N'hésitez pas à proposer tout ce que vous voilà, voulez. voilà, voilà. On Si vous vous voulez accueillera faire avec une, plaisir. si vous voulez faire une émission avec 8 personnes, il n'y a pas de problème, hein. Il y a Bombix qui arrive. Ouais, on va y arriver, on va... Alors Bah, si vous êtes 2 par écran, on peut y arriver, hein. et puis même, Faire avec de plus en plus de gens à chaque fois, tu sais. Alors là, on est 12. ou alors, si vous êtes d'accord, on pourrait, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais on pourrait faire une émission en 2 parties, avec une entracte, Ah oui. c'est-à-dire une première partie avec 3 premiers invités, et puis une seconde partie Oh, on peut avec faire une une Faites, vous émission faites, vous faites avec exceptionnelle, plusieurs sinon... Oui. ouais, vous faites avec plusieurs entractes et entre chaque entracte, il y a une confession. Ça, nickel. Ah bah, Un personnage on qui est est Bon, sur bah, déjà à caméra. la 76e, on approche de la 100e. Pour la 100e, on peut C'est faire pas quelque mal. chose il d'exceptionnel. y a plus qu'à nous écrire les transitions, Vincent, on est au C'est top. ça. Ah non, non, Merci tu beaucoup. laisses. Allez, Et on passe à la confession à chaque fois. en ce qui nous concerne avec Greg Dyser, on vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler d'Indiana Jones 5. Voilà, on sera en présence. Il y aura Marie qui sera avec nous, Marie Luquet, habituée de l'émission, et puis Romain Danois. Voilà, très bien. Je vous dis bonne soirée, à très bientôt. Merci. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bye. Bye. Merci à tous. Merci.